Chers téléspectateurs, bonsoir. L'éducation d'un enfant est une étape capitale dans son initiation en tant qu'acteur social. C'est un processus d'encadrement allant de la petite enfance à la majorité, tenant compte de l'âge et de l'environnement. En Afrique, les enfants sont considérés comme une richesse. Ils représentent le futur de nos sociétés et l'avenir de tout un continent. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux experts de la petite enfance pour mener un débat enrichissant sur l'éducation. Madame Karima Abbott, fondatrice de Cœur Imagination, un espace éducatif de créativité pour les enfants du Sénégal, et Monsieur Abdoulaye Sarr, directeur du programme du village SOS d'enfants de Dakar. Nous les retrouvons tout de suite sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Madame Karima Grande, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Ça va super bien. Bonsoir, Monsieur Sarr. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, je suis contente de vous recevoir tous les deux sur le plateau de ID, sur ITV. Aujourd'hui, on est au Centre culturel Blaise Senghor et on est là pour parler éducation des enfants. Donc, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet en faisant le lien entre la culture et l'éducation. Parce que forcément, quand on élève un enfant, on lui transmet nos codes culturels et sociaux. Donc, selon vous, quelle est la particularité de l'éducation de base en Afrique et plus particulièrement au Sénégal? Vous voulez commencer, M. Sarr? Oui, merci. D'abord, vous remercier immédiat pour le soutien que vous apportez au programme SOS Village d'enfants de Dakar en particulier et à l'association Village d'enfants SOS Sénégal en général. Donc, merci aussi de nous avoir invités pour discuter un peu de l'éducation des enfants. Et parlant d'abord, il y a deux concepts. Il y a le concept éducation et il y a le concept culture. L'éducation, pour moi, ne vise que l'émergence d'un enfant. C'est-à-dire que l'enfant puisse se débattre pour sortir des ténèbres. Mais pour cela, il faut qu'on puisse l'accompagner, l'aider. Et c'est là qu'au niveau du Sénégal qu'intervient ce qu'on appelle cette culture. Parce que, ce soit au Sénégal ou partout en Afrique, quand on éduque un enfant, on l'éduque par rapport souvent à sa culture, par rapport à nos us et par rapport à nos coutumes. Et de ce fait, on va lui inculquer certaines valeurs. Et ces valeurs, on les trouve au niveau, on peut les véhiculer par la culture. Mais de par l'éducation, on essaie de faire comprendre à l'enfant ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, c'est à la limite le soubassement de l'éducation de base. Très intéressant comme réponse. Madame Karima. Oui, je rejoins tous. C'est un vrai honneur d'abord d'être là avec M. Sarr de SOS Village. Ils ont battu un grand travail ici, je pense, pour les enfants, surtout dans le domaine de l'éducation. Je rejoins tous ces commentaires, mais je trouve que la culture, c'est quelque chose, c'est comme une force invisible. Si même on pense qu'on n'est pas en train d'éduquer nos enfants, quelque part nos enfants sont en train d'apprendre quelque chose. Je trouve que c'est inséparable, la culture, de l'éducation, et c'est quelque chose qu'on veut carrément, comme il vient de dire, mettre visible pour les enfants, visible pour nous-mêmes. Comme ça, on peut être très clair quelles sont les valeurs qui sont nécessaires pour évoluer. Quand on parle de l'Afrique, on sait que l'Afrique est confrontée par beaucoup de défis. Quelles sont les valeurs africaines qui vont nous aider de trouver nos repères? Quelles sont les valeurs africaines qui ont nous aidés auparavant? On sait que aussi quelque part, il y a ce qu'on appelle de guerre de culture, parce que même être sénégalais, on sait que ce n'est pas une identité homogène. Comment on va aider nos enfants aussi de déchiffrer tout ça, de comprendre, de voir quand ils font face à un monde global,
quels vont être les choix, comment ils vont définir leurs priorités pour eux-mêmes et pour le pays. So, je trouve que l'éducation, c'est très, très important, mais je pense que la culture, ça englobe tout. Ça englobe tout. Oui. Et c'est intéressant justement de voir les valeurs africaines avec la modernisation. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, on ne peut pas parler d'éducation sans parler d'alphabétisation et de scolarisation des enfants. Aujourd'hui, il y a toujours un important taux de déscolarisation ici en Afrique, notamment au Sénégal, malgré toutes les conventions qui ont été signées, tous les accords qui ont été faits. Alors, comment assurer l'éducation de nos enfants? Comment assurer le fait que les enfants soient mis à l'école et restent à l'école? En 2014, le taux d'abandon était encore de 11,4%. Et ça touche plus les jeunes filles d'ailleurs que les jeunes garçons. On en reparlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces chiffres? Merci de la question. C'est-à-dire que les enfants quittent l'école très tôt. Quelles sont les raisons? Je pense que le problème, c'est ça. Il faut qu'on essaie de voir pourquoi les enfants quittent l'école très tôt. Il y en a qui abandonnent faute de pièces d'état civil. Ils n'ont pas d'extrait de naissance. Arrivés au CP, CE1, CE2, CM2, ils ne peuvent pas faire l'entrée en sixième, ils abandonnent, même si c'est de brillants élèves. D'autres, ils abandonnent parce qu'au niveau de la famille, on ne parvient pas à mettre en place un système qui puisse les protéger au niveau de la famille. D'autres abandonnent parce qu'il y a les aléas de la rue. D'autres abandonnent parce que les conditions d'apprentissage au niveau des établissements scolaires, que ce soit public ou privé, ne les arrangent pas. Donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse de plus en plus sur les raisons qui font que... La première raison, je pense qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui, faute d'extrait de naissance, ou ne sont pas à l'école, ou ils quittent l'école très tôt. Donc, si on avait réglé le problème d'extrait de naissance de ces enfants très tôt, je pense que ce problème ne se poserait pas. Ensuite, au niveau des familles, aujourd'hui, que ce soit les écoles publiques ou privées, partout on demande, est-ce que les familles sont suffisamment fortes pour pouvoir soutenir toutes ces dépenses? Je ne pense pas. Et tant que ces familles ne sont pas bien renforcées, comme l'expérience que nous faisons, que nous menons dans des quartiers à Dakar et à travers le Sénégal, en renforçant ces familles, je pense qu'on aide ces familles à pouvoir prendre en charge correctement leurs enfants. C'est la prise en charge au niveau de la famille. Quand ça pose problème, au niveau de l'école, ça pose aussi problème. D'autres, quand ils réussissent en l'entrée en sixième, c'est une certaine distance qui sépare leur établissement à leur lieu de domicile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants puissent faire leurs écoles, le primaire juste à côté et le collège pas loin de leur maison? Je pense qu'ensuite, ce serait vraiment peut-être négliger une partie une certaine catégorie des enfants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits. Ensuite, ceux qui sont dans des écoles informelles, comme les daras. Pourquoi on ne mettrait pas en place, comme avec nous, des écoles à base communautaire pour accompagner la scolarisation de ces enfants? Parce que si on le fait, on réduit au maximum le temps de présence de ces enfants de la rue. Et quand il y a beaucoup d'enfants de la rue, les autres, ils se disent, ils sont dans la rue, ils tendent la main, ils demandent, nous pouvons faire la même chose. Donc si on appuyait sur ces deux leviers, je pense qu'on réduirait au grand maximum ces abandons scolaires, qui ne touchent pas la plupart les filles. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus touchés, ce sont les garçons. La scolarisation des filles a bien marché. Oui. Aujourd'hui, dans la presque totalité des écoles, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Je disais même qu'il faudrait qu'on mette le slogan SCOGA, la scolarisation des garçons, pour aussi maintenir les garçons à l'école. Les inscrire, c'est une chose, mais les maintenir à l'école aussi, c'est une autre chose. C'est-à-dire, il faudrait en ce moment essayer de voir pourquoi les filles quittent l'école. Parce que, arrivées au CM2 dans certaines localités, sont données en mariage. D'autres, la maman ne peut pas supporter les dépenses, la fille quitte l'école pour aider sa maman à la maison ou bien aller faire office de femme de ménage en ville. Je pense que tous ces problèmes
comme je l'ai dit tantôt, si on renforçait suffisamment ces familles, à les rendre beaucoup plus fortes, je pense que ces familles pourraient soutenir ces enfants qui pourraient rester à l'école. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, comme je le disais au départ, le problème n'est pas la scolarisation, mais le taux d'abandon justement, qui est un deuxième problème. Et quand on regarde le taux d'abandon, il affecte plus les jeunes filles qui rentrent à l'école, qui sont inscrites mais qui abandonnent très tôt pour les raisons que vous avez énumérées. Et justement, Karima, j'aimerais qu'on parle de cette question du genre, de l'éducation des jeunes filles qui se retrouvent souvent à abandonner l'école très tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment assurer que les jeunes filles, une fois inscrites à l'école, restent à l'école et suivent ce processus? Parce que les attentes sont assez différentes culturellement. Oui, mais je pense que ce que M. Sarr vient de soulever, je pense que c'est applicable ici. Je pense que pourquoi on n'arrive pas à résoudre ce genre de problème, c'est parce qu'on est en train d'attaquer un problème alors que le problème touche, c'est beaucoup plus grand. Nous, notre approche à Imagination Africa, c'est beaucoup plus une approche d'écosystème. Ça veut dire où sont tous les autres facteurs. Il faut regarder ce problème de filles qui restent à l'école sur une approche systémique. Comme il vient de dire, c'est quoi les situations de leur famille? C'est quoi la perception dans beaucoup de communautés des filles? Est-ce qu'on dise réellement qu'est-ce que la fille gagne pour rester à l'école? Est-ce que ça, c'est une discussion? Est-ce que sa mère est même éduquée? Parce que souvent, pour beaucoup de filles qui quittent l'école, il faut regarder la situation de leur maman aussi, de leur sœur, de leur tante, pour comprendre réellement est-ce que l'école, on pense que suffisamment à l'âge, à 6e, c'est assez de scolarisation parce que ça n'amène pas un changement. Je pense que pour nous, on sait que déjà le Sénégal est en train de vraiment revoir ces questions de genre. On sait qu'avec la situation de violence faite aux femmes et aux filles, ça touche surtout beaucoup de filles qui sont dans des salles de classe. On sait que souvent les salles de classe sont aussi des salles où les filles subissent, ou bien pour aller à l'école, ils subissent beaucoup de traumas, beaucoup de violences. Est-ce que ça aussi, ça incite les parents pour les protéger, de les laisser à la maison au lieu d'aller à l'école? Je trouve qu'il faut qu'on ait un regard beaucoup plus large. Je pense qu'on est encore dans les démarches ici au Sénégal en particulier, mais en Afrique généralement, où on veut traiter le problème d'éducation seulement sous l'angle d'éducation. Mais comme vous venez de dire, il y a la culture. Comment on peut commencer de parler de tous les aspects de culture qui jouent un rôle de comment on voit l'éducation, l'importance de l'éducation, les filles, l'importance de la femme, les garçons de la rue. Ça, c'est tous des questions de couches vulnérables. Dès qu'on peut bien parler de ça, je pense qu'on peut y arriver de trouver des vraies solutions durables. C'est vraiment quelque chose de global et puis ça touche l'environnement, bien évidemment, l'environnement de la personne, des familles, etc. Exactement. Nous parlons beaucoup éducation. J'aimerais qu'on fasse un peu la distinction entre instruction et éducation. Parce qu'il y a bien sûr cette éducation scolaire que les enfants reçoivent une fois à l'école, mais il y a aussi cette éducation de base, comme on en a parlé au début, les valeurs, la culture, tout ce qui rentre dans l'individu à un très jeune âge et qui l'accompagne dans sa vie d'acteur social partout où il va à travers le monde. Alors, selon vous, on va peut-être commencer par Karima, cette éducation et ces valeurs qu'on donne aux enfants, quelle est leur importance en parallèle avec l'éducation scolaire, l'instruction, je devrais dire? Je pense que c'est une bonne distinction. Pour nous, encore à Imagination Africaine, on fait la distinction encore pas seulement sur l'instruction, éducation, mais aussi l'apprentissage. Parce qu'on sait que dans le ventre de l'enfant, c'est là où commence le chemin d'apprentissage d'un enfant. Dès que l'enfant est né, l'enfant commence à apprendre. C'est nous qui préférons que ça commence à 2 ans, 3 ans, si on le met dans une préscolaire, ou 6 ans, 7 ans, on le met dans l'école primaire. Mais actuellement, l'enfant commence à apprendre
dès qu'il est en le ventre. Si on comprend que ce jeu d'apprentissage que l'enfant va apprendre si on est présent ou pas, peut-être ça va nous aider d'avoir un autre regard. Et je pense que ce nouveau regard, c'est ça qui va nous aider de comprendre, OK, l'enfant va apprendre la culture, mais c'est quelle culture? Est-ce qu'on est conscient de ce que l'enfant est en train d'apprendre? Pour beaucoup de nous, on pense que l'enfant à 3 ans, c'est là où on peut commencer de les faire comprendre quelque chose. Mais on sait que, par exemple, au terme de langage, c'est à partir de 6 mois que l'enfant vraiment est en train de juste inculquer, comprendre tous les gestes qui viennent avec le langage, tous les tons qui viennent avec le langage. Ce que tout à l'heure, c'est à ce moment-là que l'enfant va sortir tout ça quand il commence à parler. On sait que aussi à 6 ans, si l'enfant est dans un bain qui est très très riche, d'un vocabulaire qui était très riche, depuis le bas âge, c'est à 6 ans que c'est beaucoup plus facile pour l'enfant pour apprendre à travers l'instruction, la lecture, l'alphabétisation. Mais pour beaucoup de nous, on pense que c'est assez pour mettre l'enfant sur le dos, de porter l'enfant et de ne jamais parler à l'enfant. Alors que l'enfant, avec ses yeux, est en train de regarder autour de nous et apprendre toujours. Même si on vient tout à l'heure avec une valeur qu'on veut apprendre à l'enfant, c'est pas bien pour voler, c'est pas bien pour faire telle et telle chose, l'enfant a vu tous les adultes autour de lui en train de faire ça. Maintenant, est-ce que ces adultes ont suivi ces valeurs ou est-ce qu'ils ont fait autrement? Quand on arrive au moment que c'est l'instruction, ou l'éducation, l'enfant peut-être est déjà dans une contradiction. Oui, non, c'est important. Vous faites là la distinction entre l'apprentissage par modèle, c'est-à-dire on montre à l'enfant par nos actions ce qu'il faut faire plutôt que de le lui dire aussi. Ça compte beaucoup. Monsieur Sarr, quel est le regard que vous portez, vous, au village SOS, de la distinction entre éducation et instruction? Oui, de manière générale, on dira qu'éduquer un enfant, c'est le guider, l'accompagner, le soutenir, pour l'amener à être un citoyen modèle demain. Mais l'instruction touche le renforcement de capacités ou bien même la prise en compte de la dimension école. Au niveau de l'instruction, ça se fait au niveau de l'école, et l'éducation commence depuis la maison. Partant de la maison maintenant, il y a un autre facteur qui joue. Il s'agit de ce que moi je peux appeler la rue. Quel est le rôle que doit jouer la rue par rapport à l'éducation de l'enfant? Au niveau de la maison, il faut que l'enfant puisse voir tous les jours ce qui pourrait lui permettre de se développer. Parce que le premier référent, ce sont ses parents. On le dit en Wolof. Si par exemple l'enfant est entouré d'injures, il va penser que quand je vais grandir, je vais passer tout mon temps à insulter. Donc ça ne suffit pas de lui dire n'insulte pas, il faut le lui montrer. Non, il faut que toi-même, parent, que tu ne puisses pas insulter. Parce que quand tu le fais, c'est comme par exemple, c'est pas un exemple, on me dira, quelqu'un qui fume, un père de famille qui fume et qui dit à son enfant, la cigarette, c'est pas bien. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. C'est pourquoi je dis, l'éducation commence d'abord par la maison. Et au niveau de la maison, il faut donner beaucoup d'amour à l'enfant. Et pour donner beaucoup d'amour à l'enfant, il faut être présent dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne beaucoup plus de temps à nos enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Papa, maman sont absents toute la journée. On revient vers 19h, 20h, 21h. Les enfants sont au lit. On n'a pas le temps de partager avec eux les repas. On n'a pas le temps. Le temps qu'on a, c'est le samedi et le dimanche. Il faut aller voir les amis. Ensuite, la rue. Au Sénégal, ce que nous voyons tout le temps dans la rue, ce n'est pas de l'exemple. On urine dans la rue. On fait tous ses besoins dans la rue. Je ne sais pas, la mendicité dans la rue. Tout ce qu'il y a dans la rue ne constitue pas un modèle. On va à l'école, les maîtres s'arrêtent tout juste à donner des connaissances aux enfants. Et si c'est vraiment ça l'école sénégalaise, je pense, en donnant les connaissances aux enfants, la partie éducation reste à côté. Mais en son temps, il y avait ce qu'on appelait l'éducation civique.
il y avait l'éducation sanitaire, il y avait éducation, et il y avait même ce qu'on appelle éducation spontanée. C'est-à-dire tout de suite un problème se pose et le maître en profite pour donner une leçon aux enfants. Mais tout ceci, à l'école aussi, on n'a plus le temps de le faire. Vu le nombre d'élèves qu'il y a dans les salles de classe, vu aussi peut-être le manque je dirais même de formation peut-être de certains enseignants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait revoir par rapport, et de ce fait, on pourra faire le link entre éducation et instruction. Au niveau, par exemple, du village d'enfants SOS, il y a une formation sur l'éducation parentale que nous donnons au moment pour que les mamans puissent accompagner les enfants par rapport à le stade. Le stade de développement de l'enfant est important. Les besoins d'un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ne sont pas les mêmes que les besoins d'un enfant qui a 11 ans, 12 ans. Et je pense qu'on pourrait voir au niveau des quartiers, au niveau des associations féminines, l'éducation parentale. Parce qu'aujourd'hui, les parents, certains n'ont pas démissionné. Parce que ça va vite et les enfants les dépassent. Les enfants comprennent beaucoup plus vite que certains parents. Et je pense qu'il faudrait que l'éducation parentale revienne au niveau de nos maisons, revienne au niveau de nos familles, revienne au niveau des associations. C'est tellement passionnant de vous entendre parler tous les deux parce qu'on revient vraiment à la base de c'est quoi l'éducation et je pense que vos structures distinctes font la même chose dans ce sens. Parlons-en d'ailleurs parce que Monsieur Sarr, vous êtes, comme on le disait au début, directeur du programme du village SOS d'enfants de Dakar qui existe depuis 1979 et qui a vraiment donné la chance à ces enfants qui n'en ont pas, d'avoir des familles, d'avoir un recueil, un endroit où aller. Donc vous faites un travail extraordinaire. J'aimerais que vous nous en dites un peu plus justement sur le travail du village SOS. Merci. C'est vrai que l'association Village d'enfants SOS a été créée en 1976 et dirigée par Mme Tamoro Touré et est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons intervenir au niveau du Sénégal, parce que légalement, nous pouvons le faire. Alors, le premier village, c'est le village d'enfants SOS de Dakar, qui se trouve au quartier Sika Baobab, et qui prend en charge des enfants qui ont perdu la tutelle parentale. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recréons une famille pour des enfants qui n'en avaient plus, en leur donnant une mère et en mettant en place une fratrie, c'est-à-dire des frères et des sœurs, plus un personnel qui n'est pas constitué de directeurs, mais de pères, de mamans, de tantes, de tontons, etc. Donc, nous prenons en charge ces enfants par rapport à leur éducation, par rapport à leur santé et par rapport à leur protection. Par rapport à l'éducation, c'est une éducation de base qui est assurée au niveau de la maison familiale, mais aussi dans le domaine de la santé, ces enfants ils sont correctement pris en charge. Ils sont admis au village entre 1 an et 6 ans. Ils restent là-bas jusqu'à ce qu'on trouve une famille capable de prendre en charge ces enfants. Et quand ils sortent du village, ils sont dans ce qu'on appelle un programme d'encadrement des jeunes. Et c'est-à-dire quand ils sortent, ils sont accompagnés pour faciliter leur insertion sociale, mais aussi leur insertion professionnelle. Parce que quand on est inséré professionnellement et que socialement ça pose problème, cet enfant ne pourra pas se développer correctement dans la zone où il habite. Donc il faudrait qu'on mette en place un système pour que insertion sociale et insertion professionnelle puissent aller ensemble. Et aujourd'hui, l'association a 5 villages, le village de Dakar, le village d'enfants SOS de Tamba, celui de Louga, de Ziguinchor et celui de Kaolack. Mais on s'est dit, mais si on continue à œuvrer de cette manière, on ne va pas toucher le plus grand nombre d'enfants. C'est ainsi qu'on a créé ce qu'on appelle les renforcements de la famille. Le renforcement de la famille vise l'autonomisation de familles qui habitent dans des zones défavorisées au bout de 5 ans. Nous avons l'exemple de Pikine, où nous travaillons avec 108 familles, l'exemple de Grand Médine, où nous travaillons avec 50 familles. Et ces projets existent dans les fins fonds du Sénégal. Si vous allez dans la région de Fatick, les villages les plus reculés connaissent ce projet et qui vise l'autonomisation de ces familles.
pas par le biais de l'assistanat, non, mais c'est un accompagnement qu'on fait avec ces familles, un renforcement de capacité pour ses parents, et on met en place un système de solidarité au niveau communautaire, parce que la base aussi, c'est la communauté. Quand la communauté ne s'intéresse pas aux familles, les enfants ne pourront pas se développer correctement. Et de ce fait, on met en place ce qu'on appelle des associations villageoises d'épargne et de crédit, c'est-à-dire les dames, bonnes dames, ne vont pas dans les banques où il faut payer un fort taux d'intérêt, dans les banques pour emprunter de l'argent, mais c'est une solidarité des cotisations, des emprunts qu'ils se font. Et aujourd'hui, vous allez à Pikine, vous allez à Grand Médine, chaque famille a une activité génératrice de revenus qu'elle gère sans aller dans une banque emprunter de l'argent. Nous faisons la même chose avec des daras. Aujourd'hui, nous avons vu que les talibés passent beaucoup de temps dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de l'apprentissage du Coran, nous avons ouvert des écoles à base communautaire pour qu'ils puissent apprendre le français, les mathématiques, etc. Et pour les autres heures, on met en place ce qu'on appelle des activités socio-éducatives, culturelles et sportives. Ils apprennent par exemple la sérigraphie, ils apprennent en technique manuelle beaucoup de choses, ce qui permet de les occuper. Parce que quand on ne les occupe pas, ces enfants occupent la rue et c'est ce qui se passe. Ils ne sont pas occupés. Le maître coranique a un temps réduit pour l'apprentissage du Coran et le reste du temps, les enfants sont forcément obligés de les passer dans la rue. Dans nos familles, si on ne parvient pas à occuper nos enfants dans nos familles, mais bonjour les dégâts. Ou ils font des dégâts dans la maison, ils vont sortir dans la rue. On vous remercie, Monsieur Sarr. Vous avez des projets extraordinaires au niveau de SOS Village. L'occupation mentale et physique des enfants, c'est très important. Et ça rejoint beaucoup d'ailleurs Cœur Imagination, Karima, parce que vous êtes venu avec une vision assez innovatrice au niveau de votre structure, avec Cœur Imagination qui existe d'ailleurs depuis 2016, dans laquelle vous avez un certain nombre d'activités, d'ateliers qui aident les enfants à développer leur créativité. Parlez-nous-en. Il faut dire que Cœur Imagination, si vous voulez, est poussé par l'association Imagination Africa, qui avait toujours ouvert depuis 2011 pour cette idée de l'enfant africain qui peut être un agent de changement positif. Pour nous, à Imagination Africa, à Cœur Imagination, on ne pense pas que les enfants, ce sont des citoyens de demain, on pense qu'ils sont des citoyens d'aujourd'hui. Et tant comme des citoyens d'aujourd'hui, ils ont le droit d'agir, d'être dans de meilleures conditions. Pour nous, à travers les programmes qu'on fait, c'est ça qu'on essaie de créer. Nous, notre approche, très similaire de SOS Village d'ailleurs, c'est une approche d'écosystème. C'est une question d'environnement. Quel genre d'environnement l'enfant a besoin pour vraiment épanouir. On sait que pour les compétences du XXIe siècle, n'importe quel enfant, n'importe quelle situation, n'importe quel pays a besoin de la créativité. Pas seulement pour faire la peinture ou la poterie, mais parce qu'à la base, la créativité, c'est une façon de résoudre des problèmes. Et si les enfants ne sont pas à l'aise ou compétents pour résoudre leurs propres problèmes, on ne va jamais arriver à régler les problèmes. Pour nous, c'est très important. Comme on voit des enfants comme des citoyens d'aujourd'hui, on les dit quels sont les besoins de la société aujourd'hui. On sait que si on regarde autour de nous, que beaucoup de les problèmes, c'est une question qu'on n'a pas les propres solutions, on n'a pas les propres regards. À travers notre centre, notre hub, Cœur Imagination, on essaye de mettre les enfants dans des environnements qui promouvoient cette autre façon de résoudre des problèmes. On fait ça à travers le jeu. Parce qu'on sait maintenant, il y a des études maintenant qui montrent que le jeu, c'est la meilleure façon pour l'être humain pour apprendre. Pour nous, pour les enfants qui commencent vraiment à 6 mois, jusqu'aux enfants qui sont à 10, 12 ans, on a même des programmes pour des jeunes, souvent. On essaie de créer des environnements que les enfants sont confrontés à des différentes situations, à des différents problèmes à résoudre. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité? Parce qu'on on a visité, on a visité un peu Cœur Imagination. Déjà, l'endroit regorge de créativité.
créativité, c'est le Ouais, cas de le ouais, dire. ouais. Et vous avez plusieurs stands, plusieurs ateliers. Ouais. Donnez-nous un peu des exemples. So, à Cœur Imagination, nous avons plusieurs espaces et chaque espace est dédié à une façon de résoudre des problèmes à travers une thématique et à travers une compétence spécifique. So, peut-être c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Peut-être c'est plus les arts. Peut-être c'est plus pour nos tout petites à travers les imaginations, des activités imaginatives. Mais nous, par exemple, actuellement, nous avons une exposition qui s'appelle Sous l'eau, où on a posé des problèmes qui sont des problèmes environnementaux, ça veut dire les questions qui sont liées sur l'eau, sur les problèmes de la mer, de la pollution, de la question de la pêche. Tous ces problèmes, nous avons présenté ça à des enfants. Et on a présenté ces problèmes dans une manière très ludique. So, par exemple, il y a des enfants qui sont partis à la plage, il y a des enfants qui ont fait des entretiens avec les pêcheurs parce que nous sommes dans le village de Yoff. So, ils ont eu l'opportunité de faire des entretiens et poser des questions. Et puis finalement, on a un peu récolté tous les résultats de ces recherches que les enfants ont fait à travers ces différentes matières et on a créé une exposition. Et cette exposition, c'est une exposition immersive. Les enfants rentrent et c'est comme ils sont sous l'eau, sous mer. Et très tôt, donc, ils apprennent de réelles problématiques, les problématiques environnementales, etc. Ça. Donc, c'est vraiment les prendre à un bas âge et leur inculquer déjà certaines réalités. C'est ce qui est intéressant. C'est ça. Là, j'aimerais qu'on vienne sur cette relation, parce qu'on ne peut pas parler d'enfants sans parler de parents. Ça va de pair. Cette relation entre les parents et les enfants. Tout à l'heure, M. Sarr, vous nous avez expliqué comment le village SOS offre cette famille et ce soutien familial aux enfants qui en ont besoin. Et à votre niveau aussi, est-ce que vous agissez par rapport à la relation entre la mère et l'enfant ou le père et l'enfant? Oui, sur plusieurs, surtout avec Imagination Africa. Nous offrons des formations d'ailleurs de c'est quoi un enfant, de pourquoi le jeu est si important, parce qu'on a la tendance de vraiment voir l'enfant avec un œil d'un adulte, de comprendre que ce que nous et ce qu'on veut pour l'enfant, c'est ce que l'enfant a besoin. So, dans nos formations qui sont très, très interactives, on essaie de prendre le point de vue des besoins des enfants comme central. So, on forme des parents, nous avons mené aussi des campagnes aussi pour expliquer pourquoi les jeux sont si importants pour le développement de l'enfant. Nous faisons aussi à Cœur Imagination chaque vendredi ce qu'on appelle la formation de nounou. So, souvent, ce sont des femmes qui travaillent dans nos propres maisons, qui s'occupent de nos enfants. Et on les apprend dans les langues locales, en Wolof notamment, c'est quoi un enfant, c'est quoi les étapes de développement, comment on soutient le développement, par exemple, de la lecture, de les mathématiques précoces, comment on fait tout ça avec les femmes qui souvent nous remplacent autant que mères. Nous avons aussi un programme d'ailleurs qui débute ce dimanche. On a un programme qui s'appelle Bébé Nageur. C'est pour les enfants 0 à 3 ans. Et l'idée, c'est de stimuler l'interaction positive, maman et papa et enfant. Surtout pour les enfants 0 à 3 ans. On sait que ça, c'est la période la plus critique, c'est le développement du cerveau entre 0 à 3 ans. Et si les parents sont présents et sont en train de stimuler l'enfant, on sait que ça peut apporter juste tous pour la vie de développement de l'enfant. Monsieur Sarr, tout à l'heure, nous avons fait le lien entre tout ce qui est modernisation, globalisation et culture. Il faut dire qu'aujourd'hui, en 2019, la modernisation affecte aussi l'éducation. Il y avait cette image pas mal amusante sur la toile qui montrait le contraste entre un parent en 1990 qui allait chercher son enfant en courant dehors parce que l'enfant resterait trop tard à jouer. Et en 2019, le parent qui chassait son enfant de la maison et qui arrachait le téléphone pour qu'il aille jouer dehors. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce changement qu'il y a? Oui, moi je pense que peut-être que nous n'avons pas suivi le processus
d'évolution de la société. C'est la société qui est ainsi faite. La manière dont on éduquait un enfant en 90 ne peut pas être valable en 2019. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parvienne à connaître au niveau de nos familles, au niveau de notre société, quels sont les besoins véritables des enfants. Et tant qu'on ne maîtrise pas cela, ce sera extrêmement difficile de pouvoir les éduquer. Les besoins d'un enfant de 89 ne sont pas les mêmes. Mes besoins quand j'étais enfant ne sont pas les mêmes que les besoins de moi, mes enfants de 2019. Je pense qu'il faudrait qu'on évalue tout cela et qu'on mette en contribution la communauté qui est importante. Parce que les enfants aussi ne sont pas dans une... C'est vrai qu'ils sont dans une maison, mais la maison est dans une communauté. Au niveau de la communauté, est-ce que ce dont les enfants ont besoin comme infrastructure, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un terrain de sport? Est-ce qu'il y a un terrain de foot, un terrain de basket? Est-ce qu'il y a de l'espace de jeu? Vous allez à Dakar, les enfants, ils jouent dans la rue. Mais justement, quelle est la différence? Parce qu'avant, justement, ce qui était extraordinaire en Afrique, c'est que les enfants n'avaient pas besoin de beaucoup pour jouer au foot. Ils avaient besoin d'une canette, même pas d'une balle, d'une canette, et puis de chaussures en plastique, et ils jouaient. Et puis, en ce moment, même au niveau des maisons familiales, il y a des jeux qu'on organisait. Je pense, madame l'a dit tout à l'heure. On organisait beaucoup de jeux dans les maisons. Mais en ce moment aussi... Je pense qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de besoins en termes de ballons. Un ballon suffisait dans un quartier pour qu'une équipe... Aujourd'hui, vous allez par exemple à Sika Baobab, il y a combien d'écoles de foot? Il y a combien d'équipes naïtanes? Il y en a combien? Autant, il n'y avait qu'une seule équipe de foot dans le quartier, un seul ballon suffisait. Aujourd'hui, dans un quartier, il faut 1000 ballons, il faut 5... Donc il y a un problème de rassemblement alors. J'allais mettre les questions dans un autre regard. Parce que souvent, on ne peut pas dire, s'il y a un problème, par exemple, avec une fleur, on dit ça souvent à Imagination Africa, on ne dit pas, OK, il faut changer les fleurs. On regarde qu'est-ce qui est autour de fleurs. Est-ce qu'il y a assez de l'eau, est-ce qu'il y a assez de soleil? Je pense que M. Sarr vient de soulever la question des espaces. Il n'y a pas assez d'espaces. Imagination Africa, nous avons travaillé tout récemment sur ce sujet. La semaine prochaine, déjà, on va sortir une étude sur les espaces publics, la question des espaces publics, et le regard des communautés et leurs besoins des espaces publics à Yoff et à Sacré-Cœur notamment. Et ce qu'on a trouvé, c'est que je pense qu'il y a quelque chose comme pour chaque, je pense que, je ne sais pas, 800 personnes, qu'il y a un espace public. Ça ne veut pas dire que, oui, il y a cette question d'équipement, ce que les enfants, cette défragmentation qui s'est passée au niveau communautaire, mais c'est plus une question de la concurrence des espaces. Auparavant, on ne prenait pas 100 mètres carrés et disait je vais construire quelque chose qui a 4 ou 5 étages pour faire des appartements. Ça, c'est la réalité maintenant. C'est qu'on est plus de personnes dans de petits espaces. S'il y a un espace vide, les gens qui tiennent cet espace, au lieu de dire que oui, ou les autorités de dire oui, on va créer quelque chose pour les enfants, on dit que c'est beaucoup plus intéressant de vendre ça, de prendre l'argent et d'utiliser ça pour des fins commerciaux. Ça veut dire que quelque part, ce qui a changé, c'est le changement de valeur. Vous avez tout à l'heure évoqué cette question de culture. Ça, c'est une question que nous, comme une société sénégalaise, doit regarder. Quelle valeur? Déjà, on pense que le jeu n'est pas important. On dit souvent à nos enfants, arrêtez de jouer, va travailler. Et ça se voit dans les domaines et les espaces qu'on a consacrés au jeu. Alors que quand nous, par exemple, à Imagination Africaine, on fait ces formations, quand on demande aux parents où sont les jeux, quels sont les jeux que vous avez joués quand ils sont petits, ils sont les premiers à nous dire que tout ce qu'ils ont appris par ces jeux, et en particulier des jeux traditionnels. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que si nous-mêmes, on faisait l'exercice de savoir quels sont les souvenirs qu'on garde le plus actuellement en tant qu'adulte, est-ce que ce sont les leçons qu'on a apprises dans les classes ou alors les expériences qu'on a eues dans les cours de récréation? Je pense que ce serait plus les expériences. C'est ça, parce qu'actuellement, c'est intéressant, on a coupé les espaces dans la réalité et dans l'esprit des enfants, cet espace pour jouer. On ne valide pas ça.
Et quelque part, cette absence de validation, ça se voit en comment on priorise les espaces, quels espaces on va donner dans nos communautés. Alors qu'au niveau de communauté, les parents, surtout vous avez parlé de comment la société a évolué, quand on parle de cette question des écrans, d'abord il faut comprendre que c'est nous les parents qui mettons les écrans devant les enfants. Et on les fait ça pourquoi? Parce que c'est pour les occuper. On rentre du travail, c'est tard, on a des choses à faire. Si je les donne un écran, c'est comme une babysitter pour mes enfants. Right? Ça les occupe. Alors que maintenant, si on passe une petite vidéo après pour dire « Oh, les enfants ne veulent pas y aller dehors », de quelque sorte, il faut on prenne la responsabilité qu'on a négligé cet aspect de développement des enfants. On a fait des autres priorités et je pense que maintenant, il faut qu'on revoie des choses. On revoit les choses, c'est important. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la journée de l'enfant africain. C'est le 16 juin, ça a été déclaré par l'Union africaine en 1991. À la base, c'était une célébration par rapport au massacre qui a eu lieu à Soweto en 1976 et les jours qui ont suivi d'une centaine d'enfants suite à une marche pour leurs droits. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Oui, je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu sur la célébration de cette journée. C'est vrai que c'est une journée internationale, mais je pense qu'on devait, au niveau du Sénégal aussi, souvent, en célébrant la journée, c'est un thème international qu'on nous envoie. Le thème de cette année, par exemple, c'est Action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. Je suis d'accord. Au Sénégal, parlant de droits de l'enfant, il y a des droits les plus bafoués. On doit mettre l'accent sur quels droits? Parce que les droits de l'enfant, c'est énorme, il y en a beaucoup. Donc, on doit revenir sur un certain nombre de droits qui sont bafoués au niveau du Sénégal. Alors, ça me rappelle quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau du pays, qu'on donne la parole aux enfants. Que les enfants puissent dire ce dont... Vous avez parlé tout à l'heure d'enfants qui ne parviennent, qui sont toujours retenus à la maison ou qui sont sachés des maisons. Mais c'est parce que ces enfants ne sont pas écoutés. Le parent, il ne sait pas exactement ce dont ces enfants ont besoin. Ensuite, célébrer, pour attendre par exemple 2020, célébrer encore sans tirer des leçons, je pense qu'il faut qu'on arrête de le faire. Si nous devons célébrer la journée de l'enfant africain, il faut qu'on puisse prendre, de par un plaidoyer, qu'on puisse prendre des décisions et de dire que tel droit de l'enfant bafoué au Sénégal, cette année 2019, ça va s'arrêter en 2019 et qu'en 2020, qu'on pense à autre chose. Mais depuis combien d'années nous célébrons cette journée? Depuis combien d'années nous célébrons cette journée du 20 novembre? Et jusqu'à présent, les mêmes problèmes restent. Je pense qu'il faut des actions de plaidoyer très très fortes pour qu'on puisse amener les autorités. Mais quand je parle d'autorité, il s'agit des autorités étatiques, il s'agit des parents, il s'agit des communautés, de prendre des décisions pour que certaines choses, quand même, qui n'honorent pas le Sénégal, puissent disparaître. Et tout ceci repose sur les enfants. Je pense cette année, le thème est bien calé et j'ai en profité pour féliciter le préfet de Dakar qui est en train de redynamiser le CDPE, le comité départemental de la protection de l'enfant. Et nous tous, nous sommes dans ce comité et nous allons participer à l'ensemble des activités qui vont se dérouler dans la semaine. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse focus sur quelque chose. Le droit à ceci, le droit à cela. Mais nous ne pouvons pas prendre en charge l'ensemble des droits la même année. On essaie de cibler les droits les plus bafoués. Le droit à l'éducation. L'année passée, le ministre était obligé de l'éducation de dire que tous les élèves, même ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, sont autorisés à se présenter à l'entrée en 6e. Ouais. Et je pense qu'il faudrait que M. le ministre fasse la même chose cette année. Parce que sinon, il y a des enfants qui ont fait 6 ans à l'école, les parents ont eu à dépenser, et qui, pour une faute qu'ils n'ont pas commise, ne feront pas l'examen d'entrée
en 6e. Donc, à votre avis, il faudrait pas seulement de la célébration, mais de l'action Il derrière faut de la l'action, célébration. c'est-à-dire il faudrait que certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'honorent pas aujourd'hui le Sénégal. Tout à fait. Si vous allez au niveau international, il y a beaucoup de remarques. Le Sénégal, ceci, le Sénégal, cela, ça ne nous honore pas, nous, Sénégalais. Tout à fait. Et je pense qu'il faudrait, quand il y a une journée comme le 16 juin, au sortir du 16, à partir du 17, qu'on puisse mettre en place des actions très fortes Tout pour à fait. dire que plus jamais ça au niveau jamais de nos enfants. C'est un message très fort que vous passez là. Karima, comment vous marquez justement cette journée de l'enfant africain? Ami, je pense que je le rejoins parce qu'en toute honnêteté, j'adore toutes ces journées et je pense qu'on a oublié la vraie histoire. Parce que ces enfants au Soweto, ils étaient en train de rejoindre une lutte contre l'apartheid. Et c'était des enfants, vraiment. Je pense que le plus jeune d'entre eux, il y avait 8 à 12 ans. Si on pense que ces enfants étaient assez conscients de quelles étaient les oppressions qu'ils étaient en train de souffrir, que de quelque sorte, il faut que nous-mêmes, comme des adultes, qu'on revoie actuellement quelles sont nos actions, quelles sont nos priorités. De quelque sorte, je pense qu'aussi c'est une journée où on doit avoir beaucoup plus de discussions comme ça, où on peut éclaircir pour les parents, pour les autorités, c'est quoi un enfant? Parce qu'actuellement, la recherche est là. Il y a des recherches qui sortent, qui montrent que le cerveau de l'enfant est 10 fois plus actif que cela d'un adulte. Et que c'est tellement de potentiel. Oui. Il y a la recherche. Et ce qui me fait mal, c'est que souvent, en Afrique, on veut traiter nos enfants comme ils font pas partie, qu'ils n'ont pas ce cerveau énorme, qu'ils n'ont pas ces possibilités d'être des génies. Par les conditions qu'on insiste à le mettre. Je pense que c'est aussi une opportunité où on soit beaucoup plus clair et qu'on revoie ensemble, au niveau communautaire comme au niveau de les États, c'est quoi un enfant actuellement? C'est quoi le potentiel des enfants? On sait que maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de les parents. On sait que les parents, c'est le plus influentiel. On sait que l'environnement maintenant, c'est prouvé, est beaucoup plus influentiel que les jeunes maintenant, right? Que les enfants héritent de leurs parents. Ça veut dire quoi? Cette question des espaces publics, ces questions de valeurs, ces questions justement de les institutions, les écoles. Il faut qu'on revoie l'école. On sait que l'école ne marche pas. Comment on peut changer pour avoir beaucoup plus de structures informelles? Qu'est-ce qu'on va faire avec les préscolaires si on sait que ça, c'est le minimum? Toutes ces questions doivent être traitées et je pense que c'est pour ça qu'on vous remercie aussi parce que c'est formidable d'avoir un média qui prend ça au sérieux. Parce que c'est une question très sérieuse, c'est l'avenir, comme on le disait tout à l'heure, l'enfant c'est l'avenir de tout un continent, de nos sociétés. C'est actuellement les gens qui sont à côté de nous. Parce que, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne de l'être humain. Quand tu dis quelque chose est demain, on n'a aucune motivation pour réagir parce que demain n'arrive jamais. Tout à fait. Demain sera actuellement aujourd'hui. Tout à fait. Si je prends l'enfant qui est à côté de moi ou l'enfant que je vais rencontrer dans la rue comme un citoyen qui n'a pas le même droit que moi, ça me donne beaucoup plus de motivation de réagir aujourd'hui. Tout à fait. Parce que demain, il sera un adulte qui a subi tout ce qu'il a eu aujourd'hui. Tout à fait. Demain se prépare aujourd'hui, c'est un message fort que vous laissez, Karima. Monsieur Sarr, j'aimerais aussi que vous laissiez un message pour terminer, on a quelques minutes là, à la jeunesse, aux parents, sur la petite enfance. Oui, permettez-moi d'abord de revenir sur un certain nombre d'événements, vous allez me permettre, parce que la Fédération internationale des villages d'enfants SOS a été créée en 1949. Donc cette année, nous allons célébrer le 70e anniversaire. Et ce sera au village d'enfants SOS le 26 prochain. Ensuite, il y a l'école maternelle qui fête sa fin d'année. C'est demain dans l'après-midi à partir de 15h. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Le président de l'Université des sciences et technologies Tamaro Touré
un éminent professeur, le professeur Amadou Agué, il m'a fait une réflexion. Il m'a dit, si votre téléphone, M. Sarr, tombe en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, bon, je vais à Koloban. Il me dit, celui qui répare ce téléphone, est-ce qu'il a été à l'école? Non. Tous ceux-là qui réparent nos téléphones n'ont pas été à l'école. Il me dit, toi, tu as fait des années et des années à l'école. Si celui qui n'a pas été à l'école, qui répare ton téléphone, toi qui as fait des années à l'école, tu devais pouvoir aujourd'hui fabriquer un téléphone. Ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau du Sénégal, que cette jeunesse se dise que c'est à nous de faire ce Sénégal. Et ils feront de ce Sénégal ce qu'ils voudront. Il faudrait qu'on essaie de voir comment faire pour que tout ce que nous avons comme ressources minières, tout ce que nous avons comme ressources au niveau du Sénégal, que cette jeunesse puisse se former pour pouvoir mieux exploiter ces ressources qui sont à notre disposition. On le dit toujours, le soleil est là, 24 heures, je dirais 24 heures sur 24. Il y a le vent. Donc, en termes d'énergie, je pense qu'on pouvait capitaliser tout cela pour le bonheur des Sénégalais et réduire notre train-train quotidien qui devient de plus en plus difficile. Parce que, Thione Seck le dit, donc, pour, je pense, éviter tout cela, il faut que cette jeunesse s'arme de courage et que cette jeunesse, que chaque jeune, là où il se situe, qu'il soit à Matam, qu'il soit à Podor, qu'il soit à Tamba, partout qu'il soit, qu'il se dise que cette localité, c'est à moi de la développer. Personne ne viendra faire ça à ma place. Ensuite, qu'on utilise les ressources qui sont au niveau de cette localité en se formant pour que quand même le Sénégal puisse vraiment émerger. Un autre message vraiment, vraiment fort et important. J'aimerais vous remercier tous les deux parce que vous avez lancé des appels, vous avez lancé des messages que tout le monde doit entendre au niveau de la jeunesse, au niveau de l'enfance. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, Madame Karima, de Cœur Imagination qui se trouve à Yoff, oui, juste à côté du... je vais vous laisser oui, l'adresse. voilà. Cœur Imagination qui se trouve à Yoff Tongor, juste derrière l'hôtel Océan. Nous avons aussi des espaces qui sont ouverts le lundi à dimanche pour des enfants de bas âge jusqu'aux 10-12 ans. Nous avons plein de programmes pour les parents et les familles. Et actuellement, notre exposition sous l'eau, c'est une expérience, je pense, que vous n'allez trouver nulle part au Sénégal. Tout à fait. Et Monsieur Abdoulaye Sarr de SOS Village d'enfants, qui se trouve? Oui, à Sicap Baobab, entre l'église Saint-Pierre et le collège Yala Souren. Donc, si vous quittez le collège Sacré-Cœur, juste après l'église, il y a le village d'enfants SOS. Ensuite, il y a le collège Yala Souren. Il y a aussi le bureau national qui se trouve sur l'avenue Bourguiba. Donc, vous remerciez encore, remerciez immédiat pour tout ce que vous faites vraiment pour SOS Village d'enfants, parce que vous avez eu à couvrir la plupart de nos manifestations. Tout à fait. Et je pense que la dernière fois, vous y étiez à la journée de la femme. Ça veut dire que vous connaissez à quel point SOS Village d'enfants tient à cette dame qui est la Sénégalaise, qui est la seule capable à pouvoir accompagner les enfants. Merci à tous les deux. Deux structures très importantes pour les enfants du Sénégal. Vous avez suivi votre émission Idées sur ITV, l'émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous bientôt.